Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a des news très intéressantes cette semaine-ci avec notamment le fait que vous avez Microsoft et Asus qui ont annoncé une console. Microsoft, du coup Xbox techniquement, qui est une nouvelle Rogue Ally en réalité. Vous avez aussi évidemment la conférence pour développeurs de chez Apple où ils annoncent en général toutes les nouveautés pour les futurs OS de la marque. Et là, il y a des grosses nouveautés avec notamment une refonte du design avec Liquid Glass, comme ils l'appellent. Donc, on va en parler. Et évidemment, la sortie de la RX 9060 XT d'AMD. Donc là, on va pouvoir regarder au prix de la carte. Est-ce qu'elle est réellement intéressante? Est-ce qu'il y a du stock? On va voir tout ça. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Première news de la semaine, c'est le fait que la Switch 2 est enfin sortie. Donc, il y a pas mal de gens qui ont pu mettre la main dessus, donner leur impression et tout ça. Donc, premier truc qu'il faut mentionner, qui est assez important selon moi, ça c'est juste une review pour illustrer, c'est le fait que apparemment il y avait quand même pas mal de stock. Alors, si vous regardez en ligne, il n'y a pas de stock, mais il y a pas mal de gens qui ont quand même réussi à avoir une console, ce qui est assez exceptionnel par rapport aux ces dernières années de sortie de consoles, de cartes graphiques et tout ça. Donc je tenais quand même à le mentionner que visiblement Nintendo a beaucoup travaillé pour avoir énormément de stock derrière, donc ça c'est plutôt intéressant. Nous avons aussi le fait que la Switch 2 semble plutôt bien tenir ses promesses, donc elle est puissante, elle a une meilleure ergonomie vu qu'elle est plus grande pour ceux qui ont des grandes mains notamment, l'écran 120 Hz fait plaisir, le VRR, donc le taux de rafraîchissement variable aussi fait plaisir, le support de la HDR, vous avez aussi le support de la 4K sur télé, vous avez le dock amélioré avec un ventilateur notamment. Visiblement, oui, cette Switch 2 semble être vraiment une réussite pour Nintendo ici. Ils ont tenu leurs promesses, donc ça c'est cool. Après, évidemment, ça reste toujours une console, selon moi, trop chère. Plus de 460 € pour la console. Et le prix de la console, c'est une chose, mais derrière, vous avez aussi le prix des jeux qui a augmenté. Donc là, ça va faire très très mal, surtout dans quelques années, au fur et à mesure que vous achetez des jeux. Les payer à chaque fois 80 €, surtout les gros jeux en tout cas qui sortent, ça va vite faire mal, surtout que Nintendo n'est pas connu pour faire des promotions très souvent sur leurs jeux, donc voilà. Dans tous les cas, la console tient bien ses promesses et ça c'est selon moi le plus important parce que le prix encore ça peut toujours évoluer, il peut toujours avoir des promotions ou ce genre de choses, donc ça on verra bien. Il y a eu quelques petites ratées évidemment toujours à chaque sortie. Une des ratées c'est aux États-Unis, j'ai vu la boîte de la Switch 2 est conçue pour faire en sorte que quand vous ouvrez la boîte, vous avez directement la Switch 2 avec l'écran vers le haut. Et vous avez, je sais plus c'était quel magasin, c'était GameStop ou je sais pas quoi, aux États-Unis qui, ou peut-être Best Buy en réalité, qui du coup agrafait les reçus sur la boîte parce que vous voulez garder le reçu pour la garantie évidemment. Et en agrafant sur la boîte, bah, ça transperçait la boîte et ça allait directement dans l'écran. Donc la faute clairement de Best Buy, si c'était Best Buy si je me souviens bien, mais aussi un petit peu Nintendo. Je suis en mode, pourquoi vous avez mis l'écran aussi proche de l'extérieur de la boîte? Est-ce que vous pourriez pas au moins mettre le manuel par-dessus pour un petit peu protéger? Ou juste mettre de l'autre côté, éventuellement? Je pense que ça ferait pas de mal. Peut-être pour une nouvelle boîte, une nouvelle révision de la boîte. Ou peut-être le futur modèle OLED, parce qu'on sait qu'il y en aura un qui sortira à plus de 500 €, on le sait très bien. Même si l'écran LCD semble être plutôt bon, et puis c'est du 120 Hz, donc c'est toujours excellent. On sait très bien que l'OLED reste supérieur au niveau couleur, et un écran OLED 120 Hz, ce serait génial. Donc ça, on sait très bien qu'il faut en sortir un dans le futur pour la modique somme de 519 €, je le vois bien, 519 €. Et puis évidemment, nous avons les gens qui ont commencé à tester les jeux sur cette Switch 2. Donc vous avez différents niveaux, on va dire, de jeux sur la Switch 2. Vous avez les jeux vraiment faits pour la Switch 2, donc forcément qui exploitent sa puissance. Mais vous avez aussi évidemment les anciens jeux qui peuvent recevoir des updates. Donc certains auront des updates payantes. Donc là, on l'a vu notamment avec la légende de Zelda. Vous avez aussi certains jeux qui ont des updates gratuites qui ont été mises en avant justement par Nintendo. Apparemment, Pokémon Scarlet et Violet ont eu justement une de ces updates gratuites, ce qui est selon moi très étonnant de la part de Game Freak de ne pas justement récupérer du fric, parce que voilà. Et je le dis en tant que fan de Pokémon. J'ai joué à tous les jeux Pokémon depuis le premier. Voilà, j'ai donné beaucoup de fric à Game Freak. Et voilà, on va dire qu'il ne renvoie pas forcément le même respect de l'autre sens, parce que voilà, Pokémon Violet et Scarlet, c'est voilà, pas le meilleur Pokémon clairement de loin.
Il y a beaucoup de problèmes avec. Et du coup, avec justement cet update gratuit, vous avez le fait qu'il y a plus de Pokémon à l'écran et le jeu arrête de laguer complètement quand vous êtes juste dans des zones de base du jeu, ce qui était très souvent sur la Switch 1 évidemment. Le FPS des fois chutait à genre 20 FPS, c'était horrible. Le FPS est toujours toutefois lock à 30 parce qu'à mon avis le moteur peut-être physique et même tout ça est synchronisé pour justement peut-être tourner à 30 FPS maximum parce que c'est ce que pouvait faire la Switch 1. Donc bien souvent vous avez des jeux, même si vous le faites tourner sur une nouvelle console, il pourrait tourner plus haut, mais bien souvent, comme ils ont fait en sorte que certains éléments physiques sont associés au FPS et que le FPS ne peut qu'aller maximum à 30, voilà, ça pose problème des fois quand il déverrouille le FPS, ça demande des mises à jour. Pas forcément le meilleur moyen de programmer, évidemment, mais c'est la réalité des choses, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est limité à 30 FPS. Mais dans tous les cas, oui, ça fait énormément d'améliorations juste de passer à Switch 2. Bon, après, devoir passer à Switch 2 pour pouvoir jouer au jeu dans des conditions respectables, c'est, voilà, discutable. Et puis vous avez aussi des updates un peu plus discrètes qui sont sorties, comme ils le disent sur Ars Technica, mais vous avez notamment Super Mario Bros. Wonder, apparemment Pikmin 3 Deluxe, d'autres jeux un petit peu dans l'univers, on va dire, Nintendo, et certainement aussi peut-être d'autres développeurs, parce qu'il faut quand même le reconnaître, avec la Switch 1 notamment, vous avez pas mal de développeurs, pas forcément dans la sphère d'influence de Nintendo, qui sont arrivés sur la Switch. Vous avez Minecraft, ce serait le plus connu. Vous avez aussi Doom qui est sorti. Vous avez même Cyberpunk, il me semble, oui, qui était disponible. Donc, ça montre qu'il y a de plus en plus de développeurs qui arrivent sur la console. Et du coup, forcément, ce genre de développeurs vont peut-être plus être enclins à faire des mises à jour gratuites, eux, pour justement donner plus de valeur à leur jeu sur la Switch et intéresser peut-être les nombreux gens qui ont justement des Switch et surtout qui auront des Switch 2. Et aussi, évidemment, vous avez des jeux qui n'ont pas été mis à jour. Donc là, ils tourneront basiquement... ils pourront tourner au maximum du taux de rafraîchissement qui était prévu sur la Switch 1. Donc encore une fois, comme Pokémon, si c'était 30 FPS, ce sera 30 FPS. Mais il n'y a pas vraiment d'update derrière, donc pas vraiment plus, je sais pas moi, de NPC affichés, ce genre de choses, comme vous l'avez sur Pokémon, où il y a plus de Pokémon qui se baladent. Non, ça, ce sera pas le cas. Donc, j'espère, réellement, c'est selon moi très important, parce que le catalogue de la Switch est quand même assez important. Ce serait bien de pouvoir justifier l'achat d'une Switch 2 via des mises à jour gratuites et quelquefois des mises à jour payantes, pour vraiment profiter de certains jeux qui, selon moi, étaient juste... Voilà, c'était pas parfait sur la Switch 1, on va quand même être honnête. Certains jeux poussaient les limites de la console, même un petit peu de trop, et ça faisait en sorte que, oui, ça laguait. Notamment, je pense à Minecraft. J'ai pas encore regardé Minecraft sur Switch 2, comment il tourne, mais à mon avis, ça doit être bien meilleur, parce que Minecraft sur Switch 1 utilise trop de CPU, et le CPU de la Switch 1 était dépassé. Autant le GPU a tenu pendant de nombreuses années, franchement. Le CPU était déjà dépassé à la sortie depuis de très nombreuses années. Et Minecraft montrait clairement ce problème-là. Parce que Minecraft utilise beaucoup de CPU, notamment pour générer les chunks, charger les chunks. Et c'était pas une très bonne expérience sur Switch. Je pense même que la Switch était certainement la console de jeu la moins puissante pour faire tourner Minecraft, où Minecraft est encore mise à jour, parce qu'évidemment, il y avait une version Wii U de Minecraft. Il y avait aussi une version 3DS, mais on n'en parle pas parce qu'ils ne sont plus mis à jour. Là, je parle vraiment d'une console qui reçoit les mises à jour pour la Bedrock Edition. Mais la Switch est certainement la console, la Switch 1 en tout cas, est certainement la console la moins puissante. Même les téléphones Android, iOS et tout ça sont plus puissants. Mais enfin bref, dans tous les cas, la Switch 2 semble être une réussite, donc ma foi, tant mieux Nintendo, mais personnellement, encore une fois, je l'ai dit et je le redirai, je ne l'achèterai pas tant qu'elle ne sera pas en dessous de 400 € parce que je trouve ça trop cher. Et en parlant de trop cher, on ne sait pas le prix, mais vous avez Microsoft et Asus qui ont annoncé je dis bien les ROG Xbox Ally. Et vous avez du coup la ROG Xbox Ally X et la ROG Xbox Ally, qui sont deux nouvelles consoles, comme vous pouvez voir, basées sur Windows, avec un APU AMD, et qui est ici du coup fabriqué techniquement par Asus ROG, mais qui a le support ici de Microsoft et de Xbox derrière, ce qui apporte évidemment quelques point très important. Alors déjà, vous avez un bouton Xbox, comme vous pouvez voir juste ici, qui fera en sorte que vous pouvez accéder à l'interface Xbox. La deuxième chose, c'est justement cette fameuse interface Xbox qui vous permettra de tout simplement ne pas finir sur le bureau Windows
ou c'est juste dégueulasse à utiliser sur une de ces consoles portables, vous avez maintenant une interface spéciale Xbox qui permet de mieux utiliser la console, de lancer des jeux depuis là. Il y avait évidemment... Rogue avait leur propre interface qui permettait d'améliorer un petit peu les choses, mais c'était pas parfait. Ici, c'est largement meilleur. Vous pouvez aussi notamment utiliser le joystick pour contrôler le pointeur de la souris, ce genre de choses. Beaucoup d'améliorations que beaucoup de gens attendaient justement pour ces consoles. Oui, enfin, Microsoft s'est bougé les fesses. Et c'est assez notable parce que la semaine dernière, on a parlé du fait que Microsoft avait justement visiblement annulé leur projet de console. Mais ici, on parlait du projet de console entièrement fait par eux. Ici, c'est une console faite en partenariat. Et Rogue est le premier partenaire, mais tenez-en compte, cette nouvelle interface finira normalement, surtout les consoles portables comme ça sur Windows, qui en tout cas le supportent. Donc, Microsoft a déjà commencé à faire des mises à jour, on va en parler après, qui permettra de faire ça, mais ça arrivera bientôt certainement sur d'autres consoles, donc ça c'est plutôt cool à voir. Alors, maintenant, il faut quand même parler de quelque chose d'important, c'est évidemment les specs de ces consoles. Comme vous pouvez voir, il y a deux modèles, il y a un modèle blanc et un modèle noir. Le modèle blanc et le modèle noir en réalité sont assez différents, notamment au niveau du processeur utilisé. Donc nous avons un nouveau Ryzen Z2A, sur la version blanche, qui sera moins cher. Et vous avez un nouveau Ryzen AI Z2, oui, extrême, sur la version Ally X. Et au niveau du reste des specs, elles ont toutes les deux un écran 7 pouces, 120 Hz, jusqu'à 500 nits. C'est du LCD, pas de OLED pour ceux qui se demandent. Vous avez le support de FreeSync toutefois, donc on a oui du taux de rafraîchissement variable. Nous avons du coup plusieurs USB, comme vous pouvez voir à chaque fois. Donc, deux USB type C sur les deux consoles, sauf que la Ally X, elle supporte jusqu'à l'USB 4.0 sur un de ces USB type C. Vous pouvez étendre le stockage via une carte micro SD. Vous avez le Wi-Fi 6E. La plus petite des consoles, ou plutôt la moins puissante, pèse 670 grammes et la plus grosse 715 grammes, ce qui est plutôt pas mal au niveau poids, surtout que la plus grosse a une batterie quand même de 80 Wh comparé aux 60 Wh de l'autre console. Donc ça, je ne sais pas comment ils ont fait pour juste aussi peu augmenter le poids et avoir autant plus de batterie justement derrière. C'est assez impressionnant. Et elles ont respectivement 16 et 24 Go de RAM pour ceux qui se demandent. L'ergonomie semble être pas mal travaillée depuis la Rogue Ally, comme vous pouvez voir. La Rogue Ally avait clairement pas des supports sur le côté pour les mains qui dépassaient autant. Elle était un petit peu plus compacte. Ici, c'est une console qui va prendre beaucoup plus de place, mais qui sera évidemment beaucoup plus ergonomique. Donc, il faudra voir ce que ça donne. Aussi, un truc un peu... Alors, on ne le voit pas trop, mais apparemment, l'écran est un petit peu, genre, pas plié, j'allais dire plié, mais non. Il est un peu, on va dire... non, il n'est pas incurvé. Comment on dit? Incliné, voilà. Il est un petit peu incliné vers vous pour tout simplement... Donc, il ne suit pas le même... Il n'est pas parallèle au reste de la console, il est un petit peu incliné pour justement être un peu plus confortable quand vous avez la console un petit peu plus comme ceci devant vous. Forcément, quand vous l'avez comme ça, l'écran est un petit peu plus à plat sur une console normale. Donc là, ça permet de voir un petit peu mieux ce qui se passe sur l'écran. Et c'est plus naturel pour les mains d'être comme ça, parce que comme ça, c'est beaucoup moins naturel des fois. Donc, plutôt intéressant comme choix ergonomique. Donc, visiblement, oui, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc ça, c'est selon moi un point positif. Et un point important qu'il faut noter par rapport à cette interface, c'est que, évidemment, ça fait un petit peu comme un game mode qu'on a déjà dans Windows, mais ça va encore plus loin parce qu'apparemment, ça va même couper certains processus qui tourneraient en temps normal sur une installation Windows pour justement économiser en batterie. Et selon Microsoft, ils ont énormément travaillé sur justement le mode standby pour que la batterie soit toujours bonne justement quand vous allez reprendre une session de gameplay. Ça, c'est quelque chose qui est très bon sur le Steam Deck. Vous pouvez avoir un Steam Deck, vous le mettez en veille, vous revenez le jour d'après, il a juste perdu quelques pourcents de batterie et vous êtes toujours dans le jeu. Vous relancez le jeu, vous êtes reparti. Un peu comme une Switch et tout ça. Sur Windows, ça marche vraiment pas très bien. Vous allez vite perdre en batterie parce que techniquement, le jeu est toujours chargé en arrière-plan, la console continue de tourner ou autre chose. Voilà. Donc, visiblement, ils ont fait beaucoup d'améliorations. Donc, ça devrait énormément aider là-dessus. Donc, ma foi, j'ai hâte de voir parce que ça va être très, justement, important pour ces consoles mobiles en plus de l'interface. Maintenant, il faut parler de ces deux puces parce qu'il y en a qui vont se demander justement qu'est-ce qui est nouveau là-dessus. Alors, la puce Z2 Extreme AI, du coup, forcément, ça semble logique. C'est juste une puce Z2 Extreme avec le NPU intégré qui permet de rajouter toutes les fonctionnalités, Copilot Plus et tout ça. Est-ce intéressant?
pas forcément selon moi, mais voilà, vous avez du coup le NPU intégré. La question que je me pose du coup, c'est est-ce que maintenant qu'il y a ce NPU intégré, est-ce que techniquement le NPU pourrait faire les calculs pour FSR 4, ce qui serait selon moi assez intéressant d'avoir justement le support d'FSR 4 sur une de ces consoles parce que ça utilise toujours un GPU RDNA 3.5 qui n'est pas compatible avec FSR 4. Donc à voir si le NPU permettrait de justement avoir la compatibilité, hein, AMD, ce serait pas mal. Mais on a toujours Weaker 16 thread, un TDP de 15 à 35 watts pour ceux qui se demandent. Maintenant la puce Z2A, vous pourriez dire, oh bah, c'est une puce un peu moins chère et tout ça. Non, c'est du total recyclage. Genre, c'est du pur recyclage. La puce Z2A utilise, tenez-vous bien, 8 GPU Core RDNA 2.0, 4 CPU Core 8 threads basés sur Zen 2 et avec un TDP de 16 à 20 watts. Oui, pour ceux qui le reconnaissent, c'est exactement la même puce qu'il y a dans le Steam Deck. Genre, exactement. Donc, visiblement, AMD s'est dit, hey, c'est l'heure de recycler. C'est important de se préoccuper de la planète. On va juste recycler à nouveau cette puce. Et qui me semble qu'ils ont déjà recyclé une fois avant. Mais allez, encore une fois, on la recycle. Autant le dire tout de suite, je suis pas vraiment fan de ça. Autant, ok, peut-être, je sais pas moi, avoir des anciens cœurs Zen 3, mais seulement 4 sur une console, je pourrais encore comprendre, mais toujours avoir Weaker RDNA 3.5 ou même 3.0, je pourrais encore comprendre. Mais là, c'est du pur, oui, c'est du pur recyclage. Maintenant, j'espère qu'avec ce recyclage, ça semble logique, la console derrière va être beaucoup moins chère, parce que si c'est pas le cas, c'est juste honteux. Tenez compte toutefois qu'il faut quand même le noter. Voilà d'ailleurs toute la famille, comme vous pouvez voir, de ces puces. Tenez compte que la puce du Steam Deck, et du coup cette puce Z2A, pourrait paraître beaucoup moins puissante, et elle l'est, mais quand vous êtes limité au niveau du TDP, donc quand vous tournez vraiment à de 6 à 15 watts, il y a pas mal de tests qui ont été faits qui montrent qu'en réalité, cette puce reste très efficace à ce niveau énergétique parce qu'elle n'a pas beaucoup de cœur GPU ou CPU, donc elle utilise mieux les watts tout simplement. Mais dès que vous dépassez les 20 watts, les plus grosses puces avec plus de cœur GPU, évidemment, restent meilleures. Donc, pour certaines personnes qui veulent surtout privilégier la batterie, notamment, tenir très longtemps sur la batterie, qui compte de toute manière limiter le TDP à 15 watts, ça pourrait être un choix pas si dégueulasse en réalité. Si ça se confirme être la même chose que sur Steam Deck. Donc ma foi, on verra bien ce que donnent ces puces. Encore une fois, surtout niveau prix. Selon moi, ça doit être le plus important pour la Z2A. Ça doit être vraiment ultra abordable. Je veux voir des consoles en dessous des 400 euros qui permettent de concurrencer même la Switch au final, parce que la Switch est la concurrente de ces consoles. Et vous pourriez vous dire, oh mais la Switch, pas exactement. Évidemment, si vous adorez les jeux de la licence Nintendo, vous allez forcément prendre une Switch. Mais certaines personnes qui sont en mode, oui, j'aime bien les licences Nintendo, mais j'aime bien aussi les jeux PC. Il y a pas mal de jeux solo qui utilisent la manette sur PC. C'est très commun, il y a beaucoup de jeux de course et tout ça. Vous avez un énorme catalogue de jeux qui peuvent tourner sur ce genre de console et qui pourraient intéresser justement ce public, surtout si c'est le prix d'une Switch 1 et moins cher qu'une Switch 2 surtout. Donc ça, j'espère justement que en utilisant à nouveau cette puce, le prix soit plus bas. Est-ce que ça va forcément être le cas? Pas sûr. À ce moment-là, ouais, peut-être juste prenez un Steam Deck, parce que le Steam Deck, des fois en promotion, est vraiment pas cher. Et maintenant, on passe au deal de la semaine avec quelques deals, selon moi, intéressants et qui permettent aussi de soutenir la chaîne, parce que, évidemment, ça utilise des liens affiliés, donc merci d'avance si vous le faites. Et du coup, évidemment, on a des deals qui pourraient être intéressants pour surtout le marché PC, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Alors déjà, nous avons une excellente Corsair RM 850E, c'est le modèle 2023 pour 109 euros, ce qui est un assez bon prix, mais en réalité, je pense que ça vaut largement la peine de passer au modèle 2025 qui supporte pleinement le nouveau connecteur 12 pins, surtout vous avez une RTX 5000, et qui est à peine plus cher. Comme vous pouvez voir, il est juste 6 euros plus cher. Après, si vous allez surtout prendre une carte AMD, on va être honnête, l'ancien modèle est toujours bon et tenez compte qu'il supporte quand même les nouveaux GPU. C'est juste qu'au lieu d'avoir le 12 pins sur l'alimentation, vous avez toujours les anciens 8 pins qui vont vers un 12 pins. Donc c'est techniquement un adaptateur, un câble adaptateur géant, mais en réalité, ça ne change rien au niveau... Vous allez dire, oh mais avoir le 12 pins directement sur l'alimentation, c'est meilleur. Mais en réalité,
pas vraiment. Je dirais même que les anciens connecteurs sont mieux designés. Donc moi, je préférerais ça. Ça ne changera rien au fait que des fois, oui, ça peut brûler ou autre chose. Rien à voir avec Corsair. C'est même pas la faute de Corsair ou des constructeurs d'alimentation. Tenez-en compte. C'est le problème est pleinement du côté de la carte graphique. Mais voilà. Dans tous les cas, c'est deux alimentations pas chères. Et pour ceux qui voudraient encore plus de wattage, en réalité, pour à peine plus cher, 129,90 €, vous avez le modèle 2023, toujours de la version 1000 watts. Encore une fois, pas le 12 pins derrière, mais quand vous voyez que le modèle avec le 12 pins, justement, coûte 162 €, voilà, moi je me dis, on va utiliser le câble qui adapte vers un 12 pins, ça marche très bien. Donc ça peut être excellent pour mettre à jour un ancien PC ou tout simplement faire un nouveau PC avec une petite RX 9070 XT avec de la marche derrière pour upgrade vers à peu près n'importe quoi comme carte graphique. Donc ça, excellent choix. Et puis après, nous avons... Alors, je tenais à faire une petite aparté avec les DJI Mic 2. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de les présenter parce que je pense que vous les reconnaissez assez bien, surtout sur cette photo-là. Oui, c'est littéralement le micro que tout le monde utilise, le micro-cravate que tout le monde utilise pour faire des vidéos et tout ça, quand ils vont un petit peu dehors, ou même il y a des créateurs qui s'amusent à le tenir devant leur caméra pour que ça fasse plus créateur de contenu. Et du coup, il est en promotion. Et vous pourriez vous dire, oh, c'est cher, 245 €, mais normalement, il coûte plus de 300 €. Donc 245 €, c'est vraiment pas mal. Et c'est le full bundle avec le boîtier de chargement et le petit receveur que vous pouvez mettre sur votre caméra. Et si vous voulez, vous pouvez avoir un modèle seulement avec justement le receveur et le transmetteur, ou même juste le transmetteur que vous pouvez connecter directement en Bluetooth à un téléphone, ou même vous pouvez enregistrer sur le transmetteur parce qu'il a de la mémoire intégrée et ça enregistre en 32 bits float d'ailleurs, ce qui est excellent pour justement éviter certains problèmes des fois quand vous gueulez un petit peu trop fort. Ça m'est déjà arrivé. Et vous avez même la version blanche. Donc ça peut être très intéressant. Je sais que pas mal de gens ont acheté la version noire, mais des fois ils mettent des t-shirts blancs. Et la version blanche, évidemment, mais s'intègre mieux. Donc, si vous voulez la version blanche, elle est à 69 €, ce qui est un excellent prix, nice, sur Amazon. Vous aurez un lien dans la description vers... Je vais juste mettre un lien, parce que je ne vais pas mettre un lien vers tous les modèles. Vous pouvez juste utiliser le lien de ce modèle-là, et puis après, cliquer, et puis prendre celui que vous voulez. Mais ça peut être très intéressant si vous avez besoin d'un petit micro-cravate pour juste à peu près tout, même pas forcément pour faire des vidéos. Ça pourrait être utile pour quelqu'un qui bouge beaucoup, et qui veut juste un petit micro-cravate accroché pour continuer de parler avec d'autres personnes ou autre chose, et qui trouvent que les micros, notamment des casques, n'est juste pas assez bon, ça permettrait de justement fixer ce problème-là. Et toujours le même deal de la semaine dernière avec les ventilateurs Thermalright, pour moi qui est juste incroyable. Vous avez 5 ventilateurs RGB 120 mm, donc vous pouvez rajouter tout simplement plein de ventilation à votre boîtier pour 22 €, ce qui est vraiment pas cher. Et en plus de ça, maintenant, ils ont aussi leur Thermalright Frozen Edge, qui est un water cooling blanc avec des ventilateurs de vraiment bonne qualité. Comme vous pouvez voir, c'est un de ces nouveaux ventilateurs avec le moteur qui est un peu plus gros, mais qui évidemment est plus silencieux et brasse plus d'air. Et pour seulement 59,90 €, un 360 mm, c'est abusé comme prix. Et pour ceux qui veulent une version noire, elle existe aussi. Elle est un peu plus chère, 62,90 €. Oui, pas autant d'économie. Mais voilà, ça s'intégrera évidemment à beaucoup de PC. Pas de RGB toutefois, donc pour ceux qui veulent du RGB, ils ont aussi leur version RGB à 60,90 €. Alors c'est seulement la version blanche, la version noire, mais n'existe pas en 360 mm sur Amazon, mais vous avez quand même une version 240 mm, mais elle n'est pas en promotion. Pour ceux qui se demandent, c'est pas une promotion, c'est pas un deal à proprement parler. La version 360 mm, elle a vraiment baissé de prix, elle était à 64 € et maintenant elle est à 60. Oui, c'est pas une énorme baisse, mais Thermalright en général est vraiment pas cher déjà d'avance, donc comme vous pouvez voir, ça peut valoir, enfin selon moi ça vaut totalement la peine. Et vous avez aussi une version juste 120 mm, ça peut être utile pour certaines personnes qui ont un PC très compact ou autre chose. Et il y a aussi une version 240 mm pour un peu moins cher, mais ça, voilà, selon moi je prendrais la version 360 mm. Mais après, ces ventilateurs-là qui sont pas RGB sont meilleurs, tenez-en compte, c'est juste des bien meilleurs ventilateurs. Donc pour moi, voilà, le RGB peut passer un peu par la fenêtre, je prendrais plutôt cette version-là. Et puis après, un petit dernier deal, si vous voulez plus de stockage de qualité, vous avez le Western Digital Black en version 2 Tera qui... Alors, vous allez trouver des SSD moins chers que ça, mais là, c'est un full SSD PCI Express 4.0, donc il a des débits assez élevés qui dépassent largement les 6000 mégabytes pour ceux qui se demandent. Et surtout, c'est un SSD de qualité. Donc, voilà, certaines marques tierces, des fois... Moi, j'aime pas trop.
j'aime bien avoir un SSD que je sais qu'il va tenir dans le temps, surtout si c'est pour mettre mes données. Et c'est aussi un des SSD qui marche très bien, notamment dans la PS5. Donc si vous avez une PS5, vous voulez upgrade le stockage, c'est un des SSD justement compatible parce qu'il a vraiment des vitesses qui dépassent largement les 6000 mégabytes qui sont requis justement par la PS5. Ensuite, évidemment, nous avons eu la présentation Apple pour le WWDC 2025, qui est cette conférence où ils parlent tout ce qui est développement pour justement la plateforme Apple, que ce soit iOS, macOS et tout ça. Et du coup, ils ont évidemment beaucoup d'annonces et surtout une refonte graphique de tous les OS de la marque et aussi une refonte des noms parce que jusqu'à maintenant, chaque OS avait un petit peu son nom. Donc, on avait iOS 17, iOS 18, on avait macOS 14, macOS 15. Bien maintenant, pour simplifier tout ça, tous les OS de la marque auront tout simplement le nom de l'année qui va arriver. Donc, la prochaine version d'iOS, ce sera iOS 26. iPadOS, ce sera iPadOS 26, macOS 26 et ainsi de suite. Je trouve ça beaucoup plus logique et ça devrait aussi aider les gens à identifier tout simplement quelle est la dernière année de support ou quelle est l'année de version même d'un nouveau logiciel. Comme ça, ils se disent ok, j'ai une mise à jour iPadOS 26 sur mon iPad. C'est forcément la dernière mise à jour si je suis en 2025. Je trouve ça un peu plus logique et ça devrait un petit peu aider. Ensuite, on a une refonte graphique avec ce qu'ils appellent Liquid Glass, qui est tout simplement une refonte graphique de toute leur interface pour avoir plus d'effets de transparence. Donc ça fait un petit peu penser à Windows Aero qui a été introduit sur Windows Vista. Ça fait pas forcément des bons flashbacks pour certaines personnes, mais en réalité c'est plutôt beau je trouve, mais c'est pas non plus parfait. Alors les effets sont très sympathiques parce que vraiment on a l'impression que c'est vraiment une bulle d'eau qui flotte par-dessus l'écran. Donc c'est pas juste un effet de transparence, la lumière qui passe à travers interagit justement avec cette bulle en quelque sorte et ça donne des effets qui sont vraiment très sympathiques. Donc notamment, on va essayer de trouver un bout de vidéo qui l'illustre assez bien parce que là, c'est juste des images, bizarrement. Je me rends compte que c'est parce que les vidéos ne jouent carrément pas sur leur site pour je ne sais quelle raison, alors que c'est censé jouer, mais voilà, je peux vous garantir que oui, ça interagit avec ce qui se passe en arrière-plan, un petit peu comme vraiment si c'était un bout de verre ou une bulle d'eau qui était par-dessus l'écran, donc ça c'est vraiment très sympa. Par contre, et c'est un gros par contre selon moi, c'est le fait que des fois c'est un peu difficile de voir ce qui se passe, je trouve. Il y avait une image en particulier qui était assez représentative. Rien que regardez les notifications sur l'écran ici, c'est pas forcément le plus clair. Comme c'est vraiment transparent, on voit, même si l'image en arrière-plan est un peu floutée, ça cache un petit peu le texte. Et il y avait même des exemples qui montraient sur leur présentation où vraiment des fois c'était compliqué de voir ce qui se passait tout simplement. Donc ça, j'espère qu'ils vont un petit peu réviser pour juste, voilà, peut-être faire en sorte que ce soit pas entièrement transparent, avoir un petit peu, je sais pas, un côté opaque derrière, même si c'est techniquement le cas sur certaines bulles. Donc là, par exemple, ça va, mais il y en a d'autres, oui, où c'était illisible selon moi. Là, par exemple, moi, je trouve que l'écran ici sur l'iPhone du milieu ici, c'est sympathique, mais franchement, je vois plus l'arrière-plan que les icônes. Après, c'est peut-être aussi le but, justement, pour certaines personnes, mais voilà, je ne suis pas forcément le plus grand des fans, personnellement. Maintenant, là, il y a eu vraiment une énorme nouveauté, c'est au niveau d'iPadOS, où là, c'est pas juste une refonte graphique, ils ont rajouté quelque chose que beaucoup de gens attendaient depuis très longtemps, et c'est le fait que, encore une fois, les vidéos ne jouent pas, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez maintenant la gestion, là, on est en une vidéo, maintenant, vous avez la gestion du multi-fenêtre. Alors, pas juste comme le center stage et tout ça, vous pouvez juste ouvrir des nouvelles fenêtres, les redimensionner. Et vous avez aussi le dock qui apparaît en bas, un petit peu comme avant, mais là, ça fait un peu plus comme un Mac. Donc, c'est un petit peu à mi-chemin entre un Mac et les anciennes versions d'iPadOS. Donc, beaucoup mieux au niveau du multitâche. Et vous aurez aussi la possibilité de faire tourner certaines tâches en arrière-plan, notamment si vous faites un rendu sur une application, vous pouvez sans problème la mettre de côté, aller dans une autre application, ça continue de tourner en arrière-plan, ce qui est très important parce que iPadOS était tellement optimisé pour l'expérience mobile que c'était seulement les applications qui étaient affichées ou qui avaient le droit de faire des tâches assez lourdes. Et puis, dès que vous mettiez une application en arrière-plan, elle était mise en pause, littéralement. Donc ça, c'est évidemment très important. Ils ont aussi, alors je n'ai pas une image ici, mais vous pourrez aussi choisir tout simplement où sort le son pour chaque application, ce qui est très important. Donc,
un petit peu comme macOS, vous pourrez dire ah ben l'application de musique, je veux qu'il sorte du son sur mon enceinte, et puis l'application, je sais pas moi, d'édition vidéo sur mes écouteurs parce que je suis en train d'éditer. Vous pourrez contrôler un petit peu justement comme un ordinateur classique. Donc visiblement, Apple prend enfin au sérieux les iPads, ce qui est abusé quand on y pense, parce que les iPads ont des puces M1 depuis, enfin surtout les iPad Pro depuis très longtemps. Donc ils ont la puissance d'un Mac. C'est juste qu'ils n'avaient pas l'interface derrière, du coup ils étaient retenus par ça. Donc là, visiblement, ça va aider énormément derrière. Donc un gros plus pour justement les utilisateurs d'iPadOS. Tenez compte toutefois qu'évidemment, la plupart de ces fonctionnalités sera surtout sur les puces M1, M2, M3, M4 forcément. Et puis pour les autres OS, il y a eu quand même d'autres mises à jour derrière. Je pense qu'il y avait notamment sur Spotlight, sur macOS, le fait qu'il y a une intégration un petit peu d'intelligence artificielle derrière. Donc ça, il faudra voir pour ceux qui aiment bien ça ou non. Mais ça semble être plutôt pratique. Il y a des petits trucs pratiques sur chaque version, mais pour moi, c'est vraiment iPadOS qui a eu une énorme mise à jour niveau fonctionnalité. Les autres, c'est plus genre des petites upgrades par-ci par-là. Ensuite, on en revient un petit peu à Microsoft, justement par rapport au fait qu'ils ont annoncé leur console. Eh bien, ils ont aussi mis à jour le Microsoft Store, qui a enfin une update, parce que, on va être honnête, le Microsoft Store, c'est certainement le pire logiciel que j'ai jamais utilisé depuis ces dernières années. Je déteste le Microsoft Store, à un point inimaginable. À chaque fois que je dois aller dedans, il y a toujours un problème. En plus, Minecraft, surtout Minecraft Bedrock Edition, est mis à jour via le Microsoft Store. Ça veut dire que c'est pas le launcher qui le met à jour. Le launcher fait juste afficher la barre de progression du Microsoft Store. Et des fois, la mise à jour de la Bedrock Edition, elle est en mode « je vais pas me faire ». Des fois, il télécharge 20 MO et puis il s'arrête. Voilà. Et il dit oh, « je suis en train de télécharger ». Et il fait rien. C'est le pire logiciel que j'ai jamais utilisé. À chaque fois que j'utilise, c'est littéralement de la merde. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment l'un des pires logiciels qui existent. Cette refonte semble être surtout au niveau graphique, donc je ne sais pas si les systèmes derrière sont améliorés. Probablement pas, ça reste Microsoft. Mais si c'est le cas, si vraiment ils ont amélioré le système derrière, ce qui est possible, parce que le pire là-dedans, c'est que maintenant, vous pouvez techniquement utiliser l'application Xbox pour mettre à jour les jeux sur Windows, et l'application Xbox, étonnamment, marche mieux, alors qu'elle utilise certainement techniquement le même sous-système derrière pour mettre à jour les jeux et tout ça. Ça utilise normalement le Microsoft Store. Mais je ne sais pas pourquoi l'application Xbox arrive à outrepasser les conneries du Microsoft Store pour justement améliorer les choses. Je ne comprends pas exactement pourquoi, mais voilà, peut-être que ces améliorations arriveront aussi sur le Microsoft Store. Une chose est sûre, je déteste ce Microsoft Store, si ça n'avait pas été assez clair. Un truc assez marrant aussi, c'est que comme vous pouvez voir sur l'image promotionnelle, littéralement, ils montrent un clone de Minecraft qui s'appelle Worldcraft. Et ils avaient même le petit icône Minecraft à côté, donc la personne qui a fait le Photoshop ici pour mettre ça, pour faire « Oh, c'est joli, regardez », a littéralement vu ça et s'est dit « Oh ouais, on va afficher un clone Minecraft. Oh, quel est le problème ?» Je rappelle que Microsoft a acheté Minecraft, donc ils mettent en avant littéralement aux concurrents de leur propre jeu, ce qui est un petit peu bizarre. Mais ma foi, ils font ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, une petite amélioration ici qui semble être surtout visuelle, mais qui va aller de pair avec la nouvelle interface notamment qui arrive sur les nouvelles consoles mobiles. À tenir compte aussi, j'ai oublié de le citer, mais la nouvelle interface pour les consoles mobiles, le but c'est de pas juste l'avoir sur des petites consoles mobiles. Le but c'est de pouvoir la lancer sur n'importe quel appareil Windows pour justement passer vraiment en mode jeu. Et ça, c'est très important parce que ça permettrait de transformer, ils ont fait même une petite vidéo promotionnelle, ça permettrait de transformer n'importe quel appareil Microsoft, Windows, en Xbox en fait. Et c'est quelque chose que j'ai dit depuis très longtemps que Microsoft devrait faire, c'est que ils ont plein d'appareils Windows, faites une mise à jour qui rajoute justement ce mode, un vrai mode jeu, Xbox même, quitte à même faire reboot le PC. Vous voyez, vraiment le faire reboot dans une interface spéciale, rajoutez ça. Vous avez toutes les pièces en main, Microsoft, faites-le. Et derrière, ça permettrait même à Microsoft, en plus de vendre leur Xbox, parce que il y a un intérêt pour certaines personnes qui veulent juste une boîte Xbox à mettre sur leur Meuble TV, ça permettra à toutes les autres personnes derrière de plus être intégré dans l'univers Xbox et de peut-être prendre des abonnements Xbox, d'acheter plus de jeux de la licence Xbox. Donc voilà, bref. Visiblement, ils sont en train de travailler là-dessus et j'ai envie de dire, enfin Microsoft.
maintenant améliorer le Microsoft Store parce que c'est vraiment la merde. Ensuite, on a évidemment la RX 9060 XT qui est sortie, que ce soit le modèle 8 ou 16 Go. J'ai fait une vidéo dédiée sur justement les chiffres de performance pour faire un petit rappel très vite fait pour ceux qui ne voudraient pas en regarder entièrement la vidéo. La 9060 XT 16 Go est 5% derrière une 5060 Ti 16 Go. Donc elle est vraiment pas si loin que ça et elle est un peu plus de 10% moins cher du coup. Donc c'est réellement la carte graphique que vous pouvez acheter à 400 € la plus intéressante. Et en tenant compte évidemment que c'est une RX 9000, donc meilleure performance en ray tracing, le support de FSR 4, même si le support de FSR 4 n'est pas aussi bon que DLSS 4 ou même DLSS 3.0, tenez-en compte. Mais moi, je trouve que c'est l'offre la plus équilibrée au niveau GPU. Pour ceux qui veulent surtout jouer, si vous voulez par contre travailler, réellement travailler, c'est pas juste vous éditer une vidéo de temps en temps. Je parle vraiment de personnes qui gagnent leur vie en travaillant sur leur PC, en utilisant des logiciels 3D, des logiciels de rendu et tout ça. Oui, je vous le dis directement, préférer une carte graphique Nvidia, c'est juste une meilleure expérience. Mais si c'est surtout pour jouer, puis de temps en temps faire une petite édition vidéo et tout ça, non, la RX 9060 XT là est le meilleur choix selon moi. Alors, par contre, évidemment, il y a un modèle 8 Go. Le modèle 8 Go, là, je ne le recommanderais clairement pas. Je le redirai toujours. N'achetez pas un GPU en 2025 au-dessus de 300 € qui a seulement 8 Go de VRAM. C'est juste un mauvais choix. Oui, ça peut paraître intéressant. Vous pourrez dire, vous allez regarder les graphiques, vous allez voir, oh, le FPS moyen est pas si loin et tout ça. Mais en réalité, vous achetez un cadeau empoisonné. Parce que dans certains jeux, ce FPS moyen peut paraître pas trop dégueulasse, mais le FPS low, les lag spikes que vous allez avoir derrière sont horribles. Et vous allez avoir certains jeux où vous allez devoir réduire certains paramètres graphiques à fond pour ne pas dépasser la limite de VRAM. C'est juste un très mauvais achat en 2025. Ne le faites pas. Et AMD, même Nvidia le savent très bien. C'est pour ça qu'ils ont un modèle 16 Go. Ils le font un petit peu exprès, surtout de les mettre pas si loin au niveau prix, même si en réalité la différence de RAM ne coûte pas aussi cher, ça coûte même pas 50 € pour rajouter 8 Go de VRAM, mais enfin bref, surtout en GDDR6. Mais ils le font exprès qu'ils sont pas si loin, comme ça les gens se disent « Ah, ben je vais juste prendre le modèle 16 Go ». C'est ce qu'on appelle une price ladder, c'est ce que fait notamment Apple quand ils sortent un iPad avec seulement 32 Go de stockage. Ben, les gens se disent « Ah, ben je vais prendre le modèle 64 Go qui est un petit peu plus cher ». Et puis après, vous vous rendez compte que en prenant le modèle 64 Go, vous n'êtes pas si loin de l'iPad Air, qui lui a aussi 64 Go. Oh, mais je vais peut-être mettre un peu plus. C'est fait exprès pour vous faire dépenser plus. Donc là, c'est totalement le cas aussi. Et on joue un petit peu dans leur jeu, mais honnêtement, c'est aussi justifié. 16 Go de VRAM n'est pas forcément nécessaire. 12 Go pour beaucoup de gens serait largement suffisant, mais on n'a pas trop le choix. C'est littéralement, on a le choix entre 8 ou 16 Go. À ce moment-là, oui, prenez 16 Go de VRAM. Et du coup, maintenant, il faut parler prix, parce que la carte est sortie et les prix semblent être intéressants. Alors, les deux modèles ici, Infomax Paris, en réalité, ne sont pas vraiment en stock, c'est une précommande, tenez-en compte. Donc, en réalité, la carte est plutôt vers juste en dessous de 400 €. Il y a réellement du stock à 400 €. Et on est plusieurs jours après la sortie ici. Donc, visiblement, AMD a prévu énormément de stock pour justement ne pas avoir de problème. Donc là, si on regarde l'offre, je sais pas moi, Megacore, comme vous pouvez voir, oui, elle est en stock. Je ne parle pas néerlandais, mais je peux vous dire que ça veut dire que c'est en stock. Et elle est à 399 €. C'est un modèle Pulse, un bon modèle. Donc là, ça veut dire qu'elle est, oui, 50 € moins chère qu'une 5060 Ti 16 Go. Et là, ça veut dire que du coup, 5% moins rapide, mais 10% moins cher, ça en fait la meilleure offre vers 400 €. Maintenant, il semblerait que le vrai prix de base soit encore plus bas que ça, parce qu'il y a réellement plusieurs modèles à 370 €. Donc, visiblement, ça semble être le vrai modèle, enfin le vrai prix de lancement, mais c'est juste que pas beaucoup de modèles sont restés à ce prix-là. Mais pour moi, 370 €, ce serait évidemment beaucoup plus intéressant. Je dirais même, selon moi, AMD devrait la sortir à 350 €, mais évidemment, en la sortant même à 400 €, il reste toujours moins cher que leurs concurrents directs, en étant évidemment un petit peu moins performants, mais ça justifie quand même leur existence, donc ils vont forcément le faire. D'un point de vue marketing, c'est plus logique. Mais moi, je trouve que s'ils voulaient vraiment mettre la pression à Nvidia, prendre des parts de marché, ce qui est très important pour AMD, 350 € serait un prix
qui défierait toute concurrence, tout simplement. Donc 370, ça commence, ça pourrait être vraiment pas mal si on avait des modèles à ce prix-là. Donc j'espère, AMD, que vous allez faire en sorte que, justement, on puisse l'avoir à ce prix-là. Et pour ceux qui se demandent, oui, il y a le modèle 8 Go. Le modèle 8 Go semble être vraiment au prix d'une 5060. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de modèles à 315, 317, 319 euros en stock. Ils sont réellement en stock. Mais comme je l'ai dit, c'est un cadeau empoisonné. Le maximum que je mettrais dans une de ces cartes, c'est 300 euros. Moi, je le dis, 299 euros, c'est le grand maximum. Et je dirais même qu'elle devrait être en dessous de ça. 8 Go de VRAM en 2025, voilà, c'est dépassé. Oui, elles sont puissantes techniquement, ces cartes, mais c'est même pas une question de puissance, comme j'ai dit. C'est juste une question de... Vous allez vous limiter, littéralement, vous limitez cette carte intentionnellement. C'est comme mettre, comme j'ai dit, des pneus d'une Peugeot sur une Ferrari. C'est comme rouler avec une Ferrari dans les rues de Paris. Vous n'allez pas en profiter parce que vous êtes obligé de rouler à 30 km/h la plupart du temps. Donc voilà, faites le choix logique. Prenez une carte qui a un niveau de RAM respectable pour vraiment exploiter pleinement le GPU. Et donc, ce serait la version 16 Go. Mais si vous avez vraiment, si vous avez seulement ce budget-là, vous ne pouvez pas économiser plus, ça semble logique. Entre une 9060 XT 8 Go et une 5060 non TI 8 Go, qui sera à peu près au même prix, la 9060 XT reste beaucoup plus puissante. Là, il n'y a juste aucun choix. Enfin, il n'y a aucun débat. C'est la meilleure carte. Mais encore une fois, moi, je ne prendrais pas le modèle 8 Go. Ensuite, une petite news rapide sur le fait que vous avez un écran 720 Hz OLED qui a été annoncé, qui techniquement tourne à 540 Hz en réalité, mais vous pouvez le mettre en mode overclocké jusqu'à 720 Hz en 1440p. Donc, je ne sais pas beaucoup de jeux qui vont vraiment tourner à 720 Hz en 1440p, mais si vous avez un jeu qui est hyper bien optimisé, Minecraft notamment, on va être honnête, mais vous pourrez en profiter pleinement. Donc c'est, pour la plupart des gens, ça sert à rien. C'est vraiment pour moi un écran qui est fait pour le pur e-sport, mais du e-sport maximum, et pour des joueurs surtout e-sport qui pourront en profiter, parce que Monsieur Tout le Monde, je pense, ne verra aucune différence. Je pense que là, on commence à atteindre la limite de ce qui est vraiment utile. Personnellement, j'ai déjà testé des écrans à différents taux de rafraîchissement, et notamment j'ai testé un écran LED à 480 Hz, et c'est magnifique, mais moi à partir de 240, 320 Hz, je commence à plus forcément voir la différence. Et derrière, ce que je préfère, c'est, oui, le taux de Hz c'est important, c'est cool, mais je préfère avoir une dalle qui n'a pas de ghosting, notamment le OLED a très peu de ghosting. Je préfère avoir une dalle qui a des très bons temps de réponse, plutôt que de juste avoir plus de Hertz pour avoir plus de Hertz. Donc ça, le OLED permet justement d'avoir ça. Mais là, je me dis, est-ce vraiment utile 720 Hertz? Pas forcément. Et l'écran, pour information, est annoncé à un prix de 1000 $. Donc c'est, voilà, pas forcément accessible pour tout le monde. Mais en réalité, un écran OLED 1440p, 720 Hz, 27 pouces, je trouve ça logique comme prix. Pas abordable, mais logique. Ensuite, pour ceux qui pensaient que c'était la fin des sorties de cartes graphiques, eh bien non. Vous avez Nvidia qui va sortir une RTX 5050. Alors, ça ne change pas le fait que je vais quand même faire mon guide d'achat de GPU parce que, selon moi, c'est pas une carte très intéressante. Juste acheter une carte graphique d'occasion à ce moment-là, parce que cette 5050 devrait utiliser quand même un GPU Blackwell, mais de la GDDR6, et au niveau des specs, qui sont des rumeurs, hein, tenez-en compte, elle aurait 2560 coups d'accord, donc sur un bus mémoire de 128 bits, donc ça va pas être une carte très rapide. Si je devais deviner, vu que c'est un GPU Blackwell qui est un peu plus puissant et tout ça, à mon avis, elle va être juste en dessous d'une 4060 au niveau performance. Mais la 4060 sera toujours au-dessus, certainement. Et donc, oui, si elle sort à 250 €, ok, éventuellement. Mais voilà, selon moi, si vous avez un budget de 200 €, et je vais le dire dans mon guide d'achat de carte graphique, achetez une carte graphique d'occasion. Vous pouvez trouver des 3070 à 200 €. Et une 3070, elle défonce cette carte graphique. Elle a toujours 8 Go de VRAM, oui, ce qui peut être limitant dans certains jeux, mais elle est beaucoup plus puissante. Donc, elle est même plus puissante qu'une 5060. Donc, c'est pour dire. Oui, le marché des cartes graphiques d'occasion, selon moi, c'est la solution si vous avez un budget plus serré. Et même à 300-400 €, ça peut avoir du sens parce qu'il y a certaines personnes qui ont moins de sens et qui achètent, je sais pas moi, peut-être une GTX, enfin une RTX plutôt 5070 et qui revendent leur RTX
4070, ben vous pouvez des fois trouver des 4070 à un prix évidemment intéressant d'occasion. Il y a évidemment des risques avec le marché de l'occasion, mais selon moi, ça vaut largement la peine, surtout par rapport à certaines de ces GPU qui sont juste inintéressants. Et de toute façon, même en achetant un GPU neuf, vous avez des risques quand même, parce que des fois, il y en a qui partent en fumée, il y en a où il manque d'Europe, il y en a qui ont juste des écrans noirs jusqu'à quand il y a une mise à jour de driver. Donc, de toute façon, visiblement, c'est la loterie, même avec des nouveaux GPU. Donc, autant peut-être prendre un GPU moins cher d'occasion. Et là, ça vaut largement la peine. Donc, ouais, bref, dans tous les cas, ouais, 5050, ça devra arriver en juillet apparemment. On verra bien. Ensuite, pour ceux qui voudraient plus de VRAM sur leur GPU, eh bien pourquoi pas acheter des modules de GDDR7 de 3 Go directement depuis la Chine. Eh bien c'est maintenant possible parce que oui, les modules GDDR7 de 3 Go de Samsung sont maintenant disponibles en vente sur un site chinois pour la modique somme de $10 pièce. Donc $10 pour 3 Go de VRAM basiquement. Donc oui, ça veut dire que 12 Go de VRAM pour une 5060 aurait coûté au maximum, parce qu'évidemment là ils prennent de la marge, donc ça aurait coûté au maximum $40. Donc oui, la 5060 aurait pu avoir 12 Go de VRAM clairement, pour à peine un petit peu plus cher, parce que elle a déjà 8 Go de VRAM, donc ça a un coût. Donc à mon avis pour 10 à 15 euros, ils auraient pu mettre 12 Go de VRAM sur la 5060. Mais bon, on va juste ignorer ce fait-là, parce que vous avez maintenant des rumeurs sur le fait que, alors déjà, certainement, il y a des modeurs qui vont s'amuser à prendre ces puces et les rajouter sur des GPU existants. On l'a déjà vu avec la 3070 notamment, qui avait eu une upgrade vers 16 Go de VRAM. Là, à mon avis, vous avez des modeurs brésiliens qui vont mettre 48 Go sur la 5090 pour des performances augmenter, je suppose, pas vraiment, mais ça va être certainement le cas. Il me semble que ces modules 3 Go en réalité sont plus rapides, donc ça peut augmenter vraiment les performances. Et du coup, il y a aussi ce rappel des rumeurs de hey, est-ce qu'on va peut-être avoir une 5080 Super avec 8 puces de 3 Go, ce qui donnerait 24 Go de VRAM, une 5070 Super avec 6 puces de 3 Go, ce qui donnerait 18 Go de VRAM, ou même une 5072 Go qui utiliserait seulement 4 puces de 3 Go pour 12 Go de VRAM. Tout à fait possible. Au final, j'ai vraiment l'impression que les RTX 5000, surtout si ces cartes sortent réellement, les RTX 5000 qui sont sortis, c'est une preview des vrais RTX 5000, parce que avec notamment une 5080 qui a 24 Go de VRAM, qui sera beaucoup plus intéressante pour même l'utilisation que Nvidia met tant en avant que ça, qui est les IA, ou tout simplement une 5070 Super qui serait plus puissante, avec plus de coups d'accord et surtout un VRAM buffer plus important, et une 5060 aussi avec un VRAM buffer respectable pour justement cette carte. On aurait en vrai réellement maintenant des RTX 5000 qui en valent la peine. Mais voilà, faudra voir si c'est le cas, mais clairement oui, j'ai vraiment l'impression que la plupart des RTX 5000 jusqu'à maintenant étaient juste une preview de ce qu'on pouvait avoir, parce que la 5080 aurait dû avoir 24 Go de VRAM directement. La 5060 aussi 12 Go de VRAM. La 5070 2 Go de VRAM, voilà, certains peuvent discuter. Moi, je pense surtout le problème de la 5070, c'était le manque de coups d'accord qui faisait qu'elle faisait à peine mieux qu'une 4070 Super. La quantité de VRAM, c'était un autre débat. Mais dans tous les cas, voilà, c'est à peu près tout pour cette news-là. Et c'est à peu près tout pour le Tech Sama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous laissez votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve après une prochaine vidéo, je vous dis ciao.